Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info au Cameroun. L'homme politique et opposant Maurice Kamto a officiellement déposé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 octobre dans le pays, selon une liste diffusée par Elicam, l'organe chargé de l'organisation du scrutin. Ancien candidat et président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC à la présidentielle de 2018, Maurice Kamto se présente cette fois sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, Manidem, un parti d'opposition et à la fibre panafricaniste fondée dans les années 1990. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Maurice Kamto est donc de retour dans la course à la présidentielle. Qu'est-ce que cela représente cette fois-ci pour l'opposition camerounaise? Il y a deux éléments ici. C'est lui qui était arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Et depuis le décès du leader John Furundi, qui était vraiment la bête noire pendant longtemps du pouvoir camerounais, si on regarde, c'est lui qui est le leader de l'opposition. On se rappelle tout récemment, c'est ce meeting qu'il a organisé à Paris avec à peu près 10 000 participants. N'importe qui ne peut pas le faire. Donc il y a cet aspect politique où on a un candidat qui peut véritablement battre le candidat qui est là. Et ça entraîne malheureusement ces réactions que nous connaissons. Et dans ces réactions, vous avez le fait qu'on a tout fait pour annuler sa candidature en disant que dans le code électoral, pour être candidat, il faut avoir des élus à l'Assemblée ou bien au niveau des conseils municipaux, alors que tout le monde sait que son parti avait boycotté ces élections, donc son parti n'a pas d'élus. Mais son parti avait répondu en disant, mais attendez, nous avons des élus, parce qu'il y a des candidats d'autres partis qui avaient été élus, qui par la suite ont rejoint le MRC. Mais malgré tout, on a refusé. Et le refus est dû à ce que j'expliquais au départ. Il y a un candidat sérieux qui peut créer le trouble fait devant un candidat comme le président Biya. Pour éviter cela, on a tout fait pour l'empêcher d'être candidat. Il a fait à malin et demi. Comme vous voulez m'empêcher d'être candidat, mon parti n'a pas d'élu, il est allé voir un autre parti qui a des élus, qui est connu également pour son discours panafricaniste. Il y a quand même une certaine convergence entre les deux partis. Curieusement, vous voyez en Afrique ce qu'on fait. Il démissionne du MRC. Son parti. Son propre parti. Pour aller adhérer à un autre parti, pour que ce parti puisse en faire un candidat. Tout ça parce qu'on est en train de vouloir l'empêcher d'être candidat. Il est obligé, lui également, de manœuvrer comme le pouvoir est en train de manœuvrer. Et en même temps, en quoi est-ce que sa candidature sous la bannière du Manidem diffère-t-elle de sa précédente candidature, notamment en 2018? Il n'y aura pas de grande différence en vérité, puisque ici, le parti est l'instrument avec lequel il devait aller aux élections. Il a démissionné du MRC, tout le monde le sait. Mais le MRC va aller chercher un autre candidat, je ne le pense pas. Le MRC va certainement le soutenir également sous la bannière du parti qu'il a investi. Et même le MRC, en tant que parti, peut le soutenir sous la bannière du MRC, parce qu'un parti politique peut soutenir un autre parti politique. Mais ça veut dire que ça ne change absolument rien. C'est juste la forme. Même quand vous regardez les dates, c'est le 25 juin, il démissionne de son parti. C'est le 27 juin, 2 jours après, qu'il adhère à un nouveau parti. Vous voyez comment on est obligé, en Afrique, quand on fait de l'opposition, de faire presque de la comédie pour pouvoir être candidat, parce que dans beaucoup de nos pays, c'est exactement le même problème. Quand il y a un candidat de l'opposition qui peut contrebalancer le candidat du pouvoir, on cherche toutes sortes de situations pour pouvoir l'empêcher d'être candidat. Mais il a bien fait. Mais ce n'est pas terminé, parce que les gens cherchent encore des arguments. Ce n'est pas terminé, c'est une première étape franchie, mais finalement, sur quoi repose cette fois le programme de Maurice Kamto, lui déjà, qui est bien rodé dans cette compétition présidentielle? Non, ça va être son programme. Faut pas penser qu'il y aura un changement. En fait, le Manidem sera une sorte de MRC bis, où certainement, en discutant avec le leader,
ils vont dans le programme du MRC, ajouter un certain nombre d'éléments que le Manidem considère comme des éléments importants. On peut dire que la priorité, pour moi, ce n'est pas 3, c'est 2. Puisqu'ils l'ont dit clairement, il y a une grosse convergence de vues entre les deux partis. Et quand des partis se mettent ensemble, c'est toujours comme ça. Le Manidem va vouloir montrer que, bon, nous, on n'a pas servi de passoire, tout simplement. Au Sénégal, on parlait à un certain moment de location de partis politiques. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis des partis, qui n'avaient pas de parti politique, qui voulaient être candidats, on parlait de location. Bon, ici, les responsables du parti Manidem disent clairement qu'ils ont mis le parti à sa disposition pour la candidature et il dit clairement qu'il n'y a pas eu de transaction sur le plan financier. Et comment analysez-vous donc ces stratégies politiques de Maurice Kamto face au pouvoir en place également aux autres candidats, un bon pari stratégique, comment vous l'analysez? Mais je trouve que c'est une très bonne chose. Je trouve en même temps que c'est malheureux. Quand est-ce qu'on va laisser en Afrique celui qui veut être candidat et qui remplit les conditions être candidat? Parce que c'est ça une république, c'est ça la démocratie. Pourquoi à chaque fois que les élections s'approchent, ceux qu'on considère comme pouvant être des troubles faits, pouvant empêcher au président au pouvoir de gagner les élections, on les tuait, bon heureusement on les assassine de moins en moins, on les exilait, bon de plus en plus on les laisse quand même sur place, mais quand vous êtes sur place et vous ne pouvez pas être candidat, alors que pour un parti, la candidature à la présidentielle, ce n'est pas la campagne électorale. C'est de la présidentielle à l'autre présidentielle que les gens se préparent pour pouvoir venir être candidat. Vous attendez au dernier moment, vous dites à la personne, parce que dans votre lettre dernière, vous avez oublié de mettre point-virgule quelque part, votre demande n'est pas acceptable. Mais c'est dommage. Malheureusement, on va vers des problèmes, parce que un des ministres qui a fait une conférence de presse, après la publication de la liste des candidats par ELACAM, a dit quelque chose qui doit attirer l'attention. Il dit, il précise, il insiste. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Il dit clairement, aucune contestation ne sera tolérée après la publication des candidatures validées. Qui lui a dit qu'il y aura contestation? Quelle contestation on commence déjà à contester? Maurice Kamto a déposé une candidature en bonne et due forme en respectant la règle. C'est vrai, comme dans tous les pays du monde, ils vont d'abord, eux, regarder les candidatures. Il y a la validation de la candidature, mais on n'a même pas encore regardé quelle candidature est valide ou pas. On commence à dire qu'on ne laissera... Parce que ce qui se dit derrière, c'est qu'on ne laissera personne ici manifester. Qui va manifester et pourquoi? Mais ça veut dire que Maurice Kamto a déjoué un piège. On va lui tendre encore un autre piège. Et les gens même ont commencé à dire, attendez, il a démissionné de son parti. Quand il a démissionné de son parti, il devait, comment on le dit encore, mentionner au gouverneur qu'il a démissionné de son parti avant de poser sa candidature. Bon, vous savez, le juridisme, là, quand on rentre dedans, ça ne finit pas, on ne sort pas. Mais ça montre clairement qu'on a peur de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Et à 3 mois du scrutin, quelles sont les principales forces et faiblesses de la campagne de Maurice Kamto? Une de ses faiblesses, c'est le fait que pendant un temps, il a dû quitter même le pays parce qu'on l'a fatigué. N'oublions pas qu'après la présidentielle, il a fait la prison, etc. Une autre faiblesse, bon, on a fait campagne souvent dans ces pays pour demander un changement de génération. Maurice Kamto a quand même 71 ans. Mais ça fait une génération quand même, hein, parce que l'autre a 92 ans. Donc de l'un à l'autre, ça fait quand même pratiquement 25 ans. Ça fait pratiquement un changement de génération, mais vers le haut. Alors que les gens pensaient que ça vienne plutôt vers le bas. C'est des arguments qui vont pouvoir être retenus contre lui. L'autre élément, c'est qu'en Afrique, l'opposition a encore du mal. Quand on voit ce que je pourrais appeler le bon cheval, qui peut gagner les élections, à faire harakiri, comme disent les Japonais, à faire ce sacrifice pour dire voilà le bon cheval qui peut gagner les élections, soutenons-le si c'est l'alternance que nous voulons. Mais quand c'est l'alternance, pour moi, ça va poser un autre problème, parce que la dispersion de l'opposition n'arrangera pas la candidature
de Maurice Kamto. Et justement, vis-à-vis du pouvoir, comment est-ce qu'on perçoit cette candidature, ce retour de Maurice Kamto dans le jeu? Est-ce qu'il y a des tensions, des concessions? Qu'est-ce qu'il faut observer? J'ai parlé tantôt de la réaction de cet officiel qui dit qu'il n'y aura pas de tolérance pour une contestation. Ça montre que leur plan A été déjoué. Ils sont certainement sur un plan B. On peut prendre un autre indicateur. Quand Maurice Kamto est revenu de Paris, après son meeting qui était indiscutablement un succès, il a voulu... Mais ces meetings sur place au Cameroun n'ont pas pu se tenir. Oui, il a voulu reproduire chez lui ce qu'il a fait à Paris, pour montrer qu'il n'est pas populaire dans la diaspora seulement, mais il est populaire également. Il a annoncé que ça a été stoppé. Tout à fait. On l'a empêché. Mais quand quelqu'un ne peut pas tenir un meeting, mais ça veut dire qu'on ne veut pas de la candidature de ce monsieur, parce que quand on fait campagne électorale, quand même, ça se fait essentiellement avec des meetings pour mobiliser les populations. Donc, bien avant qu'on arrive au dépôt de la candidature, les gens avaient déjà commencé à montrer qu'on ne voulait pas de lui. Des gens sont venus monter sur les plateaux de télé, comme on le fait tout le temps dans les pays où il n'y a pas de démocratie, pour commencer à dire qu'il ne peut pas être candidat, etc., alors que ce n'était pas leur rôle. Il y a le code électoral qui est là, il y a des gens qui sont chargés de cela, qu'on laisse chacun faire son travail, mais les gens avaient commencé déjà à dire qu'il ne peut pas être candidat, il n'a pas d'élu au niveau de l'Assemblée, il n'a pas d'élu au niveau des communes, puisqu'il avait boycotté les élections. Mais quand vous mettez toutes ces choses ensemble, ça veut dire une seule chose. Il ne faut pas que Maurice Kamto soit candidat, parce qu'il va jouer au trouble-fête par rapport à ce qui est en train d'être préparé pour le président Paul Biya, candidat qu'on n'a pas encore vu, parce que j'attends sa conférence de presse pour qu'il déclare qu'il est candidat. Et dans l'ensemble, quelles sont les principales préoccupations ou attentes des électeurs camerounais concernant ces élections à venir? Quand on parle du Cameroun, ce qui gêne, parce que quand vous regardez les réactions, même dans les réseaux sociaux, quand vous regardez les réactions des Camerounais, vous avez un pays où tout est priorité. Et c'est là où Maurice Kamto également doit faire attention pendant la campagne électorale. Il ne faut pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir si on gagne les élections. Il a quand même fait une promesse claire. Il ne va pas faire une chasse aux sorcières par rapport à Biya. Bon, je trouve que c'est une bonne planche qu'il offre au président pour lui dire: tu n'as pas à t'inquiéter, si je gagne, je ne ferai rien contre toi. Mais est-ce que les Camerounais vont l'accepter? Parce que c'est ça le problème. Puisque tant que les gens sont au pouvoir, on a des idées, s'il y a détournement ici, on a tué tel journaliste là-bas, on a fait ceci, on n'a pas tous les éléments. Mais quand vous quittez le pouvoir, les gens qui arrivent ont l'ensemble des informations. Il fait face à un système installé depuis plus de 40 ans. C'est pourquoi j'ai dit les gens vont avoir l'ensemble des informations, et en ce moment, on va se rendre compte que ce n'était pas le président seulement, c'est les clans, parce que tout le monde sait qu'au Cameroun, il y a des clans qui se battent autour du président de la République. Ces choses vont sortir de façon extrêmement claire. Mais à présent, ce que les Camerounais veulent, c'est de pouvoir vivre dignement. Les gens rencontrent d'énormes difficultés avec le chômage, la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la formation, mais tout c'est, quand vous regardez dans les réseaux sociaux la réaction, chacun est en train de tirer les problèmes du Cameroun vers sa situation à lui. Ceux qui sont dans la formation posent le problème de la formation, ceux qui sont au chômage posent le problème du chômage, ceux qui ont des soucis de santé posent le problème de la santé. C'est pourquoi je dis qu'il va se retrouver en face d'un très grand nombre de priorités, parce qu'il faut le dire clairement, le Cameroun n'a pas avancé grandement durant ces 43 ans de règne de Paul Biya. Et en quoi le contexte panafricaniste du Manidem peut influencer la vision politique de Maurice Kamto et sa campagne électorale? Le panafricanisme a le vent en poupe actuellement. Sur pas seulement, oui. Voilà. Ce n'est pas chez nous seulement que ça se fait au Cameroun, ça se fait un peu partout. Donc en prenant cela, il y a deux éléments dedans qui sont intéressants. Un discours qui se connecte par rapport à la réalité d'aujourd'hui, cette question de la souveraineté du continent africain, de gérer les biens. Parce que c'est ce qui est écrit dans nos constitutions. Les ressources du pays appartiennent au peuple. C'est ça qui est écrit dans nos constitutions. Le principe, c'est qu'il faut qu'il y ait de la redistribution. Et vous avez ça dans le panafricanisme. Et qui intéresse les populations camerounaises comme ça intéresse le reste des populations africaines. Nous ne sommes pas pauvres. Nos ressources sont particulièrement mal gérées. Et le Cameroun en est un exemple typique. Donc, ce discours le rapproche du parti qui le porte actuellement pour sa candidature, mais ça va le rapprocher également de la jeunesse camerounaise.
Et comme on le sait, nous sommes en Afrique, quand on dit jeunesse, c'est à peu près 70% de la population. Regardez, à chaque fois dans nos pays, quand il y a alternance, ce sont les jeunes qui ont porté l'alternance. Donc c'est un très bon choix pour que, en ciblant cette partie de la population qui va être celle qui est la plus contestataire, donc qui aura tendance à dire non au pouvoir en place, en leur proposant un programme où ils vont penser pouvoir trouver solution à leurs problèmes. Mais s'il parvient à convaincre ces jeunes, il a déjà gagné les élections. Et le panafricanisme revendique donc une rupture totale avec le colonialisme, également la dénonciation des accords ici et là. Est-ce que le Cameroun s'inscrit dans cette vision? On n'a pas vu Maurice Kamto dans ce que j'appellerais une position radicale sur ces questions. Mais il est dans le principe de faire en sorte que les ressources du Cameroun soient utilisées pour les Camerounais et dans l'intérêt des Camerounais. Ce qui, à mon avis, est déjà une rupture par rapport à ce qui existe. Il n'est pas dans la rupture radicale, il n'est pas dans une déclaration disant qu'on va rompre avec celui-ci ou avec celui-là, mais il est dans un Cameroun qui va être géré, mieux géré, puisqu'il parle d'efficience, il parle d'efficacité, etc. Il n'est pas sur la cassure, il est plutôt sur la réforme. Et quelles sont les chances concrètes de Maurice Kamto de remporter cette élection face à ses concurrents? Si on prend comme baromètre les dernières élections, ou même d'ailleurs il a contesté, il a considéré qu'il a gagné les élections, ce qui lui a valu la prison, lui et une bonne partie de ceux qui étaient avec lui. Mais s'il a avancé un peu, il peut effectivement gagner ces élections. Si on tient compte de son meeting de Paris, de son meeting qui n'a pas réussi, mais incontestablement, ce monsieur a des soutiens au niveau des Camerounais. Si ces soutiens maintenant se manifestent dans l'élection au niveau du vote, il peut amener le président au second tour, ou pourquoi pas même créer la surprise et gagner au premier tour. Mais comme on le sait, entre ceux qui viennent à ton meeting, qui sautent, qui crient, et ceux qui vont voter, il y a souvent une nuance. Il va falloir qu'on regarde de ce côté-là pour voir quel pourcentage de personnes vont pouvoir aller voter pour lui. Et il reste malheureusement une grosse équation. Quelle sera la sincérité et la transparence des élections pour que le vainqueur des urnes soit le vainqueur proclamé? Mais en même temps, ce sont deux hommes déjà, deux rivaux, si vous le permettez, qui vont à nouveau s'affronter dans les urnes. Paul Biya, Maurice Kamto. À quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'on sera face à un scénario déjà vu? Ou est-ce qu'il pourrait véritablement avoir des surprises? Je n'attends pas de surprise parce que c'est le parti de John Fundi dont je parlais qui aurait pu jouer un peu le troisième cheval qui peut créer des surprises. Eux, leur plus grosse difficulté, c'est que la zone anglophone, qui est leur base pratiquement sur le plan électoral, avec la guerre, les populations ont été déplacées, tout est mélangé de ce côté-là. C'est un conflit non résolu encore. C'est un conflit qui n'est pas résolu. Donc leur base électorale n'est plus là de façon réelle, même si théoriquement, cette base est là. Ensuite, la relève de John Fundi ne se fait pas facilement. Celui qui est là n'est pas John Fundi. C'est ça la réalité. Ça fait que c'est eux qui étaient au devant. Actuellement, c'est plutôt Maurice qui est au devant. Justement, parlant de la zone anglophone, quel poids cette partie représente dans le scrutin camerounais? C'est une part non négligeable, mais le problème, c'est qu'est-ce qui se fera là-bas? Parce que quand ils ont voulu organiser des élections, les mouvements avaient dit pas d'élection ici et avaient menacé les populations. À raison de la guerre de sécession. Effectivement. Pour dire, celui qui va aller au vote, ce qu'il trouvera, ce sera son problème. Et ce qui s'est passé là-bas, on ne peut véritablement pas appeler cela des élections. Et ça, c'est une perte pour l'opposition. Parce que ces populations auront plutôt tendance à sanctionner le pouvoir qu'à sanctionner l'opposition. Quand c'est le pouvoir qui gagne, je ne suis pas sûr que le pouvoir va créer les conditions pour que les élections se déroulent là-bas comme il se doit. Merci d'avoir participé à l'émission, Mamadou Diouf. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.